Bonsoir à tous, bonsoir Avigail, merci infiniment d'être avec nous ce soir. Alors, pour rappeler, bon, Hachem, vous êtes Dayan au Beth Midrash en Israël et enseignant du programme chez les Mahanim Limedou. Je vous invite à nous faire un petit point sur ce que vous enseignez aussi. Voilà, je vous remercie pour tout ce que vous créez et tout ce que vous partagez avec tellement de générosité. Voilà, je fais un petit point aussi pour dédier le cours Leilou Nishmat, votre maman et mon papa. Je vous laisse remettre le nom de votre maman. Et moi, mon papa, c'est Yaakov Ben Avraham, Chaim Yaakov Ben Avraham. Voilà, je vous laisse la parole. Et encore une fois, merci infiniment de prendre ce temps pour nous ce soir. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'introduction, merci aussi beaucoup pour l'invitation. Donc, si déjà vous avez mentionné, alors on va faire aussi le shiur pour la Ilou Nishama de Atarabat Avraham et pour la Neshama de Odelia Rachel Batrana, une personne proche qu'on a connue très personnellement qui est Nifteret il y a quelques jours. Donc, en tout cas, Bezrat Hashem, qui est une Hatzlacha pour tous les participants, Bezrat Hashem. Et évidemment, une Hatzlacha pour tout le monde. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet qui est important. C'est justement un sujet qui n'est pas très connu, enfin, qu'on en parle évidemment beaucoup, etc. Mais c'est une partie, en vérité, de la Torah qui n'est pas très souvent abordée. Il s'agit en vérité de la partie du Choshen Mishpat. Vous savez bien que dans le Shulchan Aruch, on a quatre parties. On a donc la partie d'Orach Chaim, Yoredea, Even Hazer et Choshen Mishpat. Donc Orach Chaim, c'est toute la halachot qu'on va retrouver qui concerne la vie de tous les jours, comment se lever, comment aller prier, les tefilines, etc. Aussi loi de Shabbat, loi des fêtes, etc. La deuxième partie du Shulchan Aruch, c'est la partie du Yoredea. C'est la partie qui concerne plus les lois, on va dire, un peu plus complexes, qui demandent quand même en général un rave, comme par exemple les lois de la Kashrut, les lois de la Chala, les lois de la Shrita, les lois de Nida, etc. Donc, bon, évidemment, ce sont des lois on nous sommes confrontés tous les jours, mais avec ça, c'est sûr que ça demande, on va dire, un niveau encore plus élevé. En général, ce sont souvent des questions qu'on va demander à des rabbinim. Et ensuite, les deux autres parties du Shulchan Aruch sont Ebenezer Choshen Mishpat. Ce sont déjà des lois qui sont, entre guillemets, réservées pour les Dayanim, c'est-à-dire pour lorsqu'on va au Beit Din, lorsqu'on va au tribunal rabbinique. Là-bas, on a en vérité des débats, on a toutes sortes de choses. Pourquoi se rendre au Beit Din? Donc, le Ebenezer, c'est la partie du Shulchan Aruch qui parle des lois de famille, comme mariage, divorce, etc. Et on a la dernière partie du Shulchan Aruch qui est Choshen Mishpat, qui est cette partie-là, en général, la moins étudiée, et qui est en vérité la partie de tout ce qui est des litiges financiers. Mais il n'y a pas que des litiges financiers, il y a aussi plein de lois que chacun doit apprendre. Et donc, une de ces lois-là, c'est aussi des lois qu'on va aborder un petit peu aujourd'hui, c'est la loi de la Halva, qui dit en vérité, qui parle de prêter et d'emprunter. Comment prêter et comment emprunter conformément à la halakha. Alors, on va parler des choses assez très simples, surtout des conseils qu'on pourra donner, des lois qui sont importantes. On va évidemment, ce sont des lois qui s'étudient pendant vraiment des mois et des mois, voire des années, mais on va toucher quelques points qui sont importants et qui concernent un peu tout le monde. Donc déjà, hein, on va commencer avec le chiyuv en soi, l'obligation en soi. Dans la Torah, il y a marqué Im kesef talve et ami et ani imach. Ça veut dire que la Torah nous ordonne de prêter à une personne qui aurait besoin. C'est-à-dire, toute personne qui aurait besoin d'argent, qui me demande de l'argent, alors à ce moment-là, j'ai une obligation de lui prêter. Alors, vous allez me dire quoi? À tout le monde et à tout prix. Alors, on va voir un petit peu évidemment comment ça se passe. On va voir évidemment, ça veut dire, c'est quoi la notion de ribit. Ribit qui veut dire, on va les intérêts. Est-ce qu'on peut tirer les intérêts? Est-ce qu'on prête de l'argent, etc. Mais là, pour l'instant, on est encore au début, on parle de l'obligation. Donc, l'obligation est de prêter à chaque personne qui en a besoin de l'argent. Il nous demande, on doit accepter de lui prêter de l'argent. Ça, c'est une obligation de la Torah. À tel point que les Chachamim, les sages, font poussent un petit détail et disent, il y a marqué im kesef. Im, en hébreu, ça veut dire si. Ça paraît pas obligatoire. Et c'est justement une des exceptions que le hymne, dans ce cas-là, c'est une obligation. Ce sont une des exceptions que le hymne, le si, c'est une obligation. Et c'est pour ça qu'en réalité, on a l'obligation de prêter à autrui de l'argent s'il en a besoin. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut savoir à qui on doit prêter. Alors évidemment, on doit prêter à une personne qui en a besoin. Donc ça pourrait être un pauvre, par exemple.
mais ça pourrait être aussi un riche. Pourquoi? Un riche, des fois, il a aussi besoin d'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, riche, tout est virtuel, mais c'est vrai que des fois, c'est possible que momentanément, il a besoin d'argent pour quelque chose, et donc on a aussi besoin de lui prêter. Mais c'est sûr que si, par exemple, se présente devant moi une personne, un riche et un pauvre, et j'ai la possibilité de prêter que à un pauvre, que un des deux, pardon, alors à ce moment-là, je dois quand même préférer le pauvre, parce que concrètement, il en a vraiment plus besoin, plus que le riche. Mais concrètement, c'est vrai que la halakha concerne que ce soit le riche que le pauvre. Maintenant, il faut savoir aussi que lorsqu'on a cette mise-là en face de nous, évidemment, si c'était tellement simple que ça de prêter, évidemment, on n'aurait jamais arrêté de prêter. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est encore en galoute et pas tout le monde a les moyens. C'est pas, on va dire, c'est pas enfin, chacun a des moyens un peu limités. Et donc, forcément, des fois, on doit choisir. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant une situation, on doit choisir entre plusieurs personnes qui aider. D'accord? Donc là, en vérité, on connaît bien le Ani Hakodmim, c'est-à-dire que la personne la plus proche de toi a la priorité. Et c'est pour ça que si, par exemple, j'ai en face de moi, par exemple, une personne, une famille et un proche de ma famille à moi. Alors, donc, d'une personne, une famille qui est une autre famille ou bien ma famille doit passer avant. D'accord? Si par exemple, je sais qu'il y a deux personnes qui en ont besoin, un se trouve dans la ville de la côté et un autre se trouve dans ma ville, alors à ce moment-là, je dois prêter d'abord à la personne qui se trouve dans ma ville. Pourquoi? Parce que Anier Rakodmim, c'est-à-dire que la personne qui est le plus proche de moi, c'est elle qui a le dessus et c'est à elle que je dois prêter en premier. Maintenant, il y a encore un autre point qui, vous savez bien qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Alors, on va parler un petit peu tout à l'heure. Dans quel cas on peut, oui, prêter avec intérêt? Mais globalement, c'est sûr qu'on ne doit pas prêter avec intérêt, on n'a pas le droit de le faire, à part sur certaines formes, etc., qu'on va voir tout à l'heure. Mais par contre, à un goy, si on lui prête, on a la mitzvah de prendre des intérêts. Alors maintenant, des fois, une personne peut se retrouver en situation où d'un côté, devant lui, il a un juif à qui il a l'obligation de prêter, mais il sait bien que s'il prête, il ne peut pas prêter avec intérêt. Donc, quelque part, il ne va rien gagner. Évidemment, il va gagner la mitzvah, mais il ne va rien gagner en termes d'argent. Tandis que, et ensuite, il y a aussi une autre personne qui sera en face de lui, c'est un goy. Et ce goy-là, lui, il sait bien qu'il a la mitzvah de prêter avec intérêt. Donc, du coup, il est un peu embêté parce que, bon, c'est vrai qu'il y a la mitzvah de prêter à un juif, mais aussi la mitzvah de prêter à un goy avec intérêt. Et donc, il se pose la question, attends, si je prête au juif, je vais perdre de l'argent parce qu'avec le goy, je peux en gagner. En 2 mois, j'aurai un manque de gain. La réponse est donc à qui on doit prêter? La réponse est qu'on doit prêter aux juifs, même si je ne vais pas gagner de l'argent et que j'aurais pu le gagner chez le goy. D'accord? Donc, le juif, dans ce cas-là, prend le dessus et il a la priorité. D'accord? Maintenant, il faut savoir que des fois aussi, la mitzvah de prêter de l'argent, elle est même plus grande que la mitzvah de la tzedaka. C'est vrai qu'on dit tzedaka tassim mavel, etc. Il y a tellement de choses sur la tzedaka, mais on voit dans les poskim qui disent que la mitzvah de prêter prend le dessus que mitzvah de la tzedaka. Une des raisons qu'on dit à ça, parce que tout simplement une personne qui reçoit déjà de la tzedaka, en général, il est assez à l'aise de demander. Et donc, ce n'est pas une personne qui va mourir de faim, c'est une personne qu'à la fin du compte, il aura ce qu'il a besoin, il va essayer de se débrouiller. Tandis qu'une personne qui nous demande de l'argent, de prêter de l'argent, souvent, c'est une personne qui a honte de demander de la tzedaka. Et donc, il demande qu'on lui prête. C'est possible qu'il a fait l'effort de me demander à moi de lui prêter, mais c'est possible qu'il ne fera pas l'effort de demander à une autre personne. Parce que c'est une personne qui est timide, qui n'a pas l'habitude de demander. Et c'est pour ça qu'on voit que la personne qui prête, à qui on va prêter, c'est peut-être plus important à une personne qu'on va donner de la tzedaka, étant donné qu'on va peut-être plus le sauver, car en général, il n'ose pas, il n'ose pas demander. D'accord? Maintenant, l'obligation de prêter, évidemment, ça va dépendre aussi de nos moyens. C'est-à-dire, évidemment, je ne peux pas prêter quelque chose que je n'ai pas. C'est pour ça qu'en fonction de ce que j'ai besoin, en fonction des mêmes moyens, c'est comme ça aussi que je vais fixer combien je peux aussi prêter d'argent à une autre personne. Donc, c'est pour ça que maintenant, on ne va pas demander à emprunter pour prêter à une autre personne. D'accord? Si j'ai emprunté, alors si je prête, c'est que c'est mon argent. Je ne vais pas commencer à emprunter pour prêter à une autre personne. D'accord? Maintenant, des fois, on se retrouve dans une situation où on sait bien que la personne qui est en face de nous ne va pas forcément nous rendre. Parce que pour l'instant, on voit bien que la mitzvah de prêter est très importante. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, il y a une personne qui me demande de l'argent. Alors, quand c'est une grande somme en général, on ne sait pas le cas. Mais des fois, ça peut être une somme quand même, mais pas une somme très importante. Et là, hein, mais je sais que cette personne-là n'a pas vraiment les moyens de me rendre. Il me demande peut-être que je lui prête de l'argent,
Mais au fond, je sais bien que c'est un pauvre et qui ne travaille pas beaucoup, qui ne gagne pas assez. Et du coup, qui va pas, il aura beaucoup de mal de me rendre. Dans ce cas, ce qui est bien de faire, c'est de penser lorsqu'on va prêter de l'argent, je le dis comme ça. Peut-être cet argent-là, je peux le mettre à la Zdaka. On sait bien qu'on est tous, mechouyav, on est tous obligés de donner la Zdaka. Donc, ce qui se fait, c'est qu'en fait, je dois me dire dans la tête, oh, que je lui prête maintenant de l'argent. Mais je me laisse quand même une option dans la tête de dire que si jamais il ne me rembourse pas, alors à ce moment-là, je donnerai cet argent à la Zdaka. C'est-à-dire, je laisserai entre ses mains cet argent-là, et cet argent-là sera considéré comme la Zdaka. D'accord? Alors maintenant, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelque part, c'est vrai que voilà, quoi, je lui ai prêté de l'argent, mais je laisse évidemment le choix de me rendre. Mais d'un autre côté, je me mets comme la condition au cas où il ne me rend pas. Mais maintenant, il y a un autre point qui est important, c'est si jamais je décide de lui donner cet argent-là, d'accord, pour me dire, bon, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave, je sais que tu as un peu enfin, t'as des problèmes, etc., d'argent en ce moment, etc., je sais que je ne vais pas te demander de l'argent. Si je décide finalement de lui laisser cet argent-là, il faut savoir que il faut lui quand même l'avertir. Pourquoi? Parce que si je ne l'avertis pas, quelque part, lui, s'il ne rend pas, c'est un rachat. Parce qu'une personne qui ne rend pas d'argent, c'est un rachat. Donc, si maintenant je ne veux pas l'avertir, quelque part, hein, il est toujours dans l'obligation de rendre. Donc, c'est vrai que théoriquement, dans le ciel, peut-être c'est sûr qu'il n'a pas de dette envers moi. Mais de sa part, il a oui une dette envers moi tant qu'il n'est pas au courant que je lui ai donné. C'est pour ça que si maintenant je décide finalement de lui donner cet argent en Dakar, il faut que je lui dise, ne t'inquiète pas, je te donne en Dakar, je donne en cadeau, tu n'as rien besoin de me rendre. Et comme ça, au moins, il n'aura pas ce point-là sur lui. Maintenant, il y a des choses qui sont très importantes à faire, et que ce soit du côté du malvé, celui qui prête, ou que ce soit du côté du malvé qui emprunte. Alors, du côté de celui qui prête de l'argent, et on voit que la personne qui a emprunté est très protégée. Encore une fois, étant donné que la personne qui a emprunté, il a quand même il a besoin d'argent, il est dans le besoin. Donc, la Torah l'a quand même pas mal protégé pour pas qu'il ait honte, etc. Et donc, c'est pour ça que le malvé, par exemple, il n'a pas le droit de réclamer sa dette au lové. Donc, celui qui a prêté, le prêteur n'a pas le droit de réclamer son argent à l'emprunteur si c'est bien qu'il n'a pas de quoi rembourser. Donc, c'est une affaire importante à savoir. Alors, vous allez dire quoi? À tel point, donc je ne vais jamais récupérer mon argent. Alors, on verra que oui, il y a des moyens de récupérer l'argent, mais en tout cas, je sais que si maintenant il n'a pas de quoi me rendre, j'ai pas le droit de venir, parce que de toute façon, il n'a pas de quoi te rendre. Alors, à quoi ça va servir de venir et te dire et de l'embêter? Ça va juste lui faire honte. Donc, on n'a pas le droit de lui demander. Encore plus que ça. Même si je sais maintenant qu'il ne m'a pas rendu, il sait qu'il a une dette envers moi. Donc, il a déjà honte de moi. Et il me voit sur le trottoir, je dois changer de trottoir pour pas qu'il me croise, pour pas qu'il ait honte. À tel point, les Khamim m'ont protégé, c'est le lové, celui qui a emprunté. D'accord? Donc, un, de ne pas réclamer la somme si je sais qu'il n'a pas de quoi me rendre. Et si on est dans ces situations-là où quelque part il a honte de cette situation-là, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, même si je le croise dans la rue, il faut que je m'arrange de ne pas le croiser pour ne pas qu'il ait honte. D'accord? Mais c'est vrai que du côté de celui qui a emprunté, lui aussi, il faut quand même qu'il ait tête sur les épaules. C'est-à-dire, déjà, premièrement, si on a reçu de l'argent, on a emprunté de l'argent, il faut savoir qu'on emprunte de l'argent uniquement pour nos besoins. D'accord? Ou du moins, hein, il faut que celui qui a prêté sache ce que je vais faire avec cet argent-là. Par exemple, si maintenant je veux me faire des vacances en Floride, alors bon, c'est très important les vacances en Floride, mais bon, des fois, voilà, ça rentre pas dans l'obligation de prêter à une personne pour qu'il aille en vacances en Floride, par exemple. C'est vraiment pour ses besoins. Maintenant, une personne qui va prendre l'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin. Et bon, on a pitié de lui, on va lui donner de l'argent parce qu'il a besoin, on va lui prêter de l'argent. Et après, quelques jours après, je vois des photos sur son WhatsApp, sur son statut, où il est en vacances, etc. Je dis, attends, t'as fait quoi avec cet argent-là? Elle me dit, je suis parti en vacances, j'avais besoin. Non, oui, bon, c'est pas de ça que je parlais. Oui, on parle vraiment d'un besoin. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir que lorsque le lové, lorsque celui qui emprunte de l'argent reçoit de l'argent, il faut qu'à son tour, il fasse attention à utiliser de l'argent pour des choses qu'il a vraiment besoin. À moins que, évidemment, c'est en accord avec le malvé, c'est celui qui a prêté. Et si j'emprunte parce que j'ai besoin, je n'ai pas obligé de détailler exactement ce que j'ai acheté d'accord, au magasin, etc. D'accord, que j'ai acheté d'accord, du fromage, du pain, etc. Je n'ai pas besoin de préciser ça. J'ai besoin, tu me prêtes. Mais c'est vrai que si maintenant je compte faire des choses qui ne sont pas dans le cadre de mes besoins, alors à ce moment-là, je ne peux pas faire ce que je veux avec cet argent-là. Il faut quand même que le malvé sache que bon, j'ai besoin pour quelque chose, même que c'est un loisir, mais j'ai besoin de cet argent-là pour ça. Il y a une chose qui est importante aussi, c'est que lorsque l'OV, celui qui a emprunté, a de l'argent, il doit directement rembourser.
Alors évidemment, des fois, c'est un délai de paiement. Mais si on n'est pas, on a déjà passé le délai, d'accord, on a déjà dépassé la date de paiement et la personne n'a pas de quoi me rembourser, comme on l'a dit, je ne peux pas lui réclamer. Mais d'un autre côté, si la personne a de quoi me rembourser, il est obligé de les rembourser. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas maintenant garder de l'argent chez lui alors qu'il a des dettes. Si tu as de l'argent, tu dois directement rembourser ce que tu dois. D'accord? Donc ça, c'est de la part de l'emprunteur, ce qui doit faire attention. Donc là, on voit quelque part quand même que c'est vrai qu'on doit avoir beaucoup de respect pour l'argent de celui qui nous a prêté, mais celui qui a prêté doit avoir aussi beaucoup de respect pour la personne qui a emprunté. Maintenant, d'accord, maintenant il faut savoir qu'il y a un cas de figure dans lequel la Torah nous dit on n'est pas obligé de prêter. C'est quand on n'est pas obligé de prêter. C'est lorsqu'on sait que la personne à qui on prête, finalement, il respecte pas de l'argent, il dépense pour n'importe quoi, il va peut-être pas me rembourser à cause de ça parce qu'il dépense pour un oui et pour un an. Ce sont des choses qui sont complètement inutiles. Et lui, il veut de l'argent. Donc je me dis, attends, tu me mets un peu dans l'embarras. Pourquoi? Parce que je te veux prêter de l'argent. Après, tu vas dépenser pour n'importe quoi. Et après, tu vas pas me rembourser, Bichlal, parce que tu n'auras pas de quoi me rembourser. Donc là, dans ce cas-là, les Chaïm ont dit qu'on n'a pas l'obligation de prêter. Mais si c'est une personne qui a vraiment besoin et qui n'est pas une personne qui va dépenser pour n'importe quoi, je dois lui prêter, même si je sais que pas forcément il aura de quoi me rembourser. D'accord? Mais évidemment, pour ça, hein, évidemment, on doit même s'efforcer peut-être de prendre un gage, de prendre quelque chose en caution pour au moins faire en sorte que, voilà, qu'on pourrait un jour se retrouver et quand même avoir un quelconque remboursement. Ok, maintenant on continue. Il y a quelque chose qui est très important et que beaucoup de gens ne font pas attention lorsqu'on parle de prêt et d'emprunt, c'est la preuve, ça veut dire c'est le shtar. Souvent, on n'est pas très à l'aise. Souvent, on se dit, écoute, ben, bon, je le connais bien, c'est mon rave ou c'est mon ami, c'est ma famille, etc. Le problème, c'est qu'une personne qui va prêter de l'argent sans qu'il ait établi, sans qu'il a fait un shtar, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une preuve de ce qu'il a, d'accord, de ce prêt-là, alors, dans ce cas-là, il va entrer dans un problème de l'ifne mirchol, c'est-à-dire, il risque de faire entrer certains problèmes entre lui et son ami. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'au bout d'un moment, on va oublier combien j'ai emprunté, si j'ai emprunté, si j'ai remboursé. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, ça pourrait vraiment faire des problèmes, pas seulement aussi de shalom, mais aussi vraiment de dettes que je ne rembourse pas. Et c'est pour ça que le Khaïm est obligé de faire, qu'il y ait une preuve finalement entre le lové et le malvé, entre celui qui emprunte et celui qui prête. Et même si je fais confiance, même si c'est de la famille, ça ne change pas. Ah, c'est vrai, des fois, ça fait mal à l'aise, oui, parce qu'on dit, bon, on se prête de l'argent entre nous, et on dit, oui, bon, écris-moi ça en papier, quoi, tu ne me fais pas confiance. Oui, alors des fois, on ne comprend pas. Non, c'est pas que je ne te fais pas confiance, mais tu sais que des fois, on va oublier. Mais on voit que c'est une halakha. Halakha nous oblige à vraiment avoir une preuve. Alors, c'est quoi le meilleur? Le meilleur, évidemment, c'est d'avoir quelque chose qui est écrit avec des témoins. C'est pas obligatoire, mais c'est le meilleur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va dire, c'est ce qui est le plus fort. C'est la chose qu'on pourrait avoir en tant que preuve la plus forte, que ce soit parce que j'ai vraiment quelque chose d'écrit. Et en plus, j'ai des témoins qui vont signer que, que ce que j'ai écrit, finalement, c'est vrai, ils vont valider ce que j'ai écrit. D'accord, mais bon, ça, c'est pas vraiment obligatoire, mais c'est concrètement le meilleur. Maintenant, si maintenant je n'ai pas ça, ce qui est le plus courant de faire, le mieux à faire, c'est au moins de faire un shtar sans edim ou bien ktaviado. Ça veut dire quoi? Ou bien qu'on fait comme un genre de contrat, pas un contrat, mais un genre de papier entre nous, que voilà, je t'ai emprunté tant et tant, ou bien tu m'as prêté tant et tant, etc. Ou bien ktaviado, ça veut dire que moi, je sous-signe, j'écris sur un papier que voilà je confirme que Moshe m'a prêté tant et tant, et donc je me dois de le rembourser tant et tant, etc., avec ma signature. Donc là, finalement, et après, évidemment, je vais donner ce papier-là au malvé, à celui qui m'a prêté. Et de cette manière-là, je vais avoir une preuve que ce prêt-là, cet emprunt-là a été effectué. D'accord? Alors, quel est le but de faire ça, évidemment? C'est d'avoir une preuve. Mais pourquoi DAFCA avec un papier? Parce que déjà, le papier peut se garder plus longtemps, du moins, finalement, si on ne le perd pas, mais se garde plus longtemps. Et surtout aussi, on va se rappeler exactement de combien j'ai prêté, combien j'ai emprunté. Et aussi, une fois que j'aurai remboursé la dette, je pourrai réclamer le papier. Et comme ça, au moins, la personne n'aura pas de preuve contre moi. J'ai remboursé la dette, donc rends-moi mon shtar, rends-moi le papier qu'on a écrit. D'accord? Donc, il y a plusieurs buts à ce que ça soit écrit. Mais c'est vrai que d'après la halakha, ça suffit de faire devant des témoins. D'accord? Ça veut dire que je peux prendre par exemple deux personnes et dire, écoute, tu vois, là, il m'a prêté 1000 euros.
donc je dois 1000 euros. T'as vu? Vous avez vu, c'est bien? Ok, il y a des témoins, ça suffit. D'accord? Mais c'est quoi le problème avec les dîmes, avec les témoins? C'est que c'est possible que les témoins, un jour, je vais les perdre, je ne vais pas les rencontrer, peut-être qu'ils vont déménager, et aussi peut-être qu'ils vont oublier ce qui s'est passé, ils vont peut-être oublier le montant. D'accord? Donc c'est pour ça, comme on l'a dit, que le meilleur, c'est que ce soit écrit. Mais si maintenant, pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas écrit ou je ne peux pas écrire, alors moi, prendre des édimes pour des témoins qui vont témoigner en vérité du prêt et dans l'emprunt qui a été effectué. Mais ça, c'est une obligation. D'accord? Alors, comme on l'a dit, cette obligation-là, c'est même si c'est une personne proche, même si c'est une personne de confiance, même si c'est un rave, il faut absolument, d'accord, faire ça. Et ça se fait sur n'importe quel montant. Surtout, n'importe quel montant que je n'aurais pas donné comme ça en cadeau. Si, par exemple, il me donne 2 euros, par exemple, dans ma tête, je dis, c'est quoi les 2 euros, prends-les, j'ai pas besoin des 2 euros. Donc, si c'est à ce montant-là, on va pas exiger de faire un shtar, ni des témoins, etc. Parce que bon, c'est vrai que tu m'as emprunté 2 euros, mais bon, c'est pas une somme qui est importante. Donc, c'est des sommes que, d'accord, c'est possible, ça dépend de chacun. Peut-être qu'il va dire 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros. Bon, c'est pas grave, prends-les, c'est pas important. Mais si c'est vraiment c'est une somme que quelque part j'attends cette somme-là, évidemment. Quand je vais le voir, je vais me rappeler, ah oui, il me doit. On a l'obligation de faire ce shtar-là, ou bien au moins, comme j'ai dit, de ramener des témoins. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que maintenant on peut envoyer un SMS, un WhatsApp ou un mail? Alors c'est vrai que ça aurait été le mieux, c'est de l'écrire, évidemment, mais même ça peut être valable. Au moins, c'est mieux que rien, si on peut dire, au moins qu'il y ait une preuve, quelque chose qui a été écrit, de manière à ce qu'on va pouvoir ensuite avoir des preuves au cas où, d'accord, si jamais il y a une personne qui conteste ou quoi, j'ai une preuve, tu m'as écrit que je t'ai prêté tant et tant, etc., que tu me dois tant et tant. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut marquer? Si je fais ce genre de star-là, ce papier ou ce mail, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive dedans? Alors évidemment, il faut écrire les noms. D'accord? Il faut écrire mon nom, le nom de celui qui m'a prêté, ou la personne à qui j'ai prêté. Et aussi, évidemment, écrire la date, écrire évidemment le montant. Mais il y a aussi des fois une chose qui pourrait être bien d'écrire, c'est aussi le délai de paiement. Alors, pas toujours on arrive à faire ça parce que des fois, une personne n'a pas de quoi rendre ou bien n'a pas encore une réponse, ne sait pas encore quand est-ce qu'il va pouvoir rendre. Mais globalement, il faut vraiment essayer de marquer les notions qui sont importantes, comme j'ai dit, donc les noms évidemment, d'accord, le nom, le montant, et de voir d'accord, la date pour voir évidemment quand les choses ont été faites, etc., pour avoir le maximum de preuves possibles pour que ce soit le plus clair possible. Maintenant, des fois, on se retrouve dans une situation où même qu'on a une preuve, et un plus fort raison que quand on n'a pas de preuve. Et moi, personnellement, j'ai assisté à plusieurs dîners Torah, quand on a au Beddin, lorsqu'on est dans la cour rabbinique, au tribunal rabbinique. Alors, des fois, on s'assoit et il y a des litiges financiers qui viennent. Et plusieurs fois, il y a des cas comme ça, où vraiment, il y a des personnes qui ont prêté, des gens de bonne foi, vraiment des gens très bien, des gens de bonne foi, des gens qui font attention à tout, des gens qui ont beaucoup de respect, et même des amis. Et des fois, à cause de ça, ça crée un petit différend entre eux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a oublié. Les deux, ils sont d'accord qu'ils ont oublié. Mais au fond d'eux, chacun sent. Un pense que je l'ai remboursé, l'autre pense que je l'ai prêté plus, ou j'ai pas, c'est pas exactement la somme qui m'a remboursé, ou bien je me rappelle pas qui m'a remboursé. Donc des fois, on rentre vraiment dans des débats inutiles, et dommage pour un papier qu'on aurait pu faire, et ça aurait pu se faire ça rapidement et facilement. Alors, mais des fois, il y a encore plus que ça, que la personne refuse de rembourser. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait évidemment? Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aller dans un din Torah, d'accord? C'est-à-dire d'appeler un Dayan, une personne qui est compétente, qui s'y connaît, et faire d'accord, un débat, d'accord, qui va évidemment chacun va apprécier ses preuves. Des fois, il y a des preuves, des fois, il n'y a pas de preuves. Des fois, il va dire oui, je t'ai fait un virement. Alors, on va dire donc, c'est quoi ce virement qui t'a fait, etc. Donc, on va essayer vraiment de retracer un petit peu ce qui s'est passé pour voir si une transaction ou bien après un emprunt ont été faits et pour voir c'est quoi l'historique et qu'est-ce qui doit à qui. D'accord, c'est possible que finalement, on va rester au milieu et qu'on n'aura pas de preuves des deux côtés. Et donc, mais des fois, oui, on a des moyens d'essayer de trouver des preuves, etc., pour faire en sorte que un soit chayav l'obligation de payer ou bien pas payer, etc. Mais en tout cas, dès qu'on a un différent comme ça, il ne faut pas hésiter et il faut aller se tourner vers un RAF qui est compétent. Alors, des fois, il y a un RAF qui va dire, bon, on va s'arranger. Et il y a des fois un RAF qui va dire, bon, on va faire un din Torah et qu'on va fixer évidemment qui doit à qui. D'accord? Alors, un autre point qui est important, c'est la mechila. Alors, pourquoi j'ai voulu quand même rentrer ça ici? Parce que mechila, ce n'est pas mechila en tant que avant Yom Kippour, mais mechila, ça veut dire comme pardonner la dette. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ça arrive, on entend, où il y a des gens qui, quelque part, qui disent voilà, qu'une personne me doit de l'argent, il ne veut pas me rembourser, etc. Et à moi, je l'ai au téléphone, je l'insulte un petit peu et je lui dis, t'as qu'à garder l'argent, j'ai pas envie de ton argent, j'ai pas envie d'avoir affaire avec toi.
Jusqu'à 120 ans, je n'ai pas envie de te voir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là, cette personne-là? Il a dit en quelque sorte, ben, tu ne me dois plus rien, d'accord? Mais d'un autre côté, il me dit, oui, mais j'ai fait ça avec la colère, j'ai jamais pensé réellement à abandonner ma dette. Oui, j'ai fait ça parce que lui m'a énervé, donc je lui ai dit, je veux pas l'argent, garde cet argent-là, je veux pas le voir, etc. Donc, c'est vrai que Mechila, il faut faire attention. C'est quoi Mechila? Mechila, c'est lorsque, par exemple, vous vous rappelez, il y a quelques minutes, on a parlé du pauvre. Oui, que le pauvre, des fois, je le donne en tzedaka. Alors, c'est un peu la même chose, mais c'est une forme différente. C'est pas la tzedaka, c'est la Mechila. Ça veut dire, une personne me doit de l'argent et moi, hein, j'ai envie de lui faire cadeau de l'argent. Qu'est-ce que je dis dans mon cœur? Ou bien de vive voix, ben non, l'argent qu'il me doit, je suis mochel. Ça veut dire, il me doit plus cet argent-là, je le laisse entre ses mains, je le donne en cadeau. Donc, lorsqu'on fait ça, une Mechila, dans ce cas-là, ça a vraiment la force, quelque part, d'annuler ce qu'il me doit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que des fois, des fois, on fait ça avec colère, ou des fois, on fait ça bêta-out, par erreur. Pourquoi par erreur? Parce que des fois, on va venir et on va commencer à essayer on va des fois dire, oui, si je savais que je l'aurais jamais été mochel, je n'aurais jamais fait de mechila, etc., etc. Donc, des fois, il y a plusieurs formes de mechila. Des fois, on le fait vraiment de bon cœur. Écoute, je connais cette personne-là, il a besoin d'argent, ou bien je connais cette personne-là, c'est un bon ami à moi, j'ai envie de laisser tomber la dette qui me doit plus rien, etc. Bon, je l'ai bien fait, tout va bien, la dette était annulée. Des fois, c'est par colère, comme on l'a dit. Des fois, c'est peut-être par erreur. Des fois, c'est Nikrab Mechila Balev. Ça veut dire que je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. D'accord? Et ensuite, finalement, quelque part, j'ai regretté. Et je viens dire non, non, rends-moi mon argent. Oui, mais toi-même, tu sais bien que tu l'as, que t'as, que tu l'as, que t'as voulu lui donner, ou dans ton cœur, ou bien que tu as décidé de lui donner. Donc là, donc évidemment, si c'est dans le cœur, personne n'est au courant. Il n'y a que la personne et bon Dieu qui est au courant. Donc si la personne a des questions comme ça, il faut qu'il aille voir le Rav, lui demander, écoute, une personne me doit ton argent et dans mon cœur, j'ai décidé que je vais lui donner. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? D'accord? Mais des fois, ça peut laisser un din Torah. Comme je dis, par exemple, la personne qui s'énerve sur son ami et qui dit garde ton argent, je n'ai plus envie. Garde l'argent que tu me dois, je veux plus voir cet argent-là. L'essentiel, je veux plus avoir affaire à toi. Bon, dans ce cas-là, lorsqu'on est dans cette situation-là, d'accord, c'est délicat parce que d'un côté, il a dit Mechila, comme on l'a dit, de l'autre côté, il a fait ça par nerf. Alors, est-ce que c'est valable ou pas? Alors, il y a beaucoup de marloquettes, beaucoup de discussions des poskim, mais tout ça, en général, ça se juge dans un din Torah. Et je l'ai quand même mentionné pour faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on écrit. Parce que vous savez que, par exemple, si dans un din Torah, lorsqu'on est dans un litige financier, comme ça, on va au Bedin, chaque chose peut servir de preuve. D'accord? Chaque texto, chaque WhatsApp, chaque mail, chaque téléphone, chaque chose qu'on a écrit, chaque chose va être pesée finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Si une personne vous doit de l'argent, par exemple, et vous ne voulez pas pardonner, ne faites pas ça par nerf, ou bien ne pas décider d'une chose si vous n'êtes pas vraiment certaine que vous voulez vraiment décider de cette chose-là, parce que chaque mot, chaque chose que vous faites, ça peut avoir un poids par la suite. Alors maintenant, on va parler aussi d'un autre détail, un autre point qui est très très important dans l'alva, évidemment, c'est le ribit. Alors, on va donner plusieurs formes de ribit. C'est quoi le ribit? Le ribit, en vérité, vous savez bien que ce sont des intérêts. Alors, les intérêts, bon, vous allez me dire, bon, c'est logique, on sait bien qu'on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Oui, mais concrètement, on vit avec intérêt, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous, c'est avec intérêt. Ça arrive énormément, il y a deux personnes qui font une affaire ensemble, un investit dans l'autre, il dit, écoute, toi, tu te donnes l'argent, tu vas investir, et ensuite, les gains que tu vas rapporter, on va faire moitié-moitié, ou bien 70-30, etc. Donc, il y a plein d'arrangements qui se font, d'accord? Ou bien tout simplement, une personne, voilà, j'ai besoin de 10 000 euros. Pourquoi je te prêterai 10 000 euros? Oui, parce que la Torah t'a ordonné. Ah oui, c'est bien, d'accord, donc on va prêter. Mais attends, mais pour quand même 10 000 euros, je vais te prêter. J'ai besoin de cet argent-là. Bon, écoute, tu me rembourseras 11 000 ou 12 000, ça va? Alors, dans ce cas-là, ça, c'est du ribit. D'accord? Alors, comme on l'a dit au début, à un juif, on n'a pas le droit de prêter avec du ribit. C'est vraiment, vraiment un très, très grand issour. Vraiment un très grand issour. Mais par contre, à un goy, on a mitzvah de lui prêter avec du ribit. Alors, on va un petit peu déterminer ce que c'est un ribit. Et on va donner plusieurs exemples pour voir dans quelle forme ça rentre. On va voir que le ribit, les intérêts, ça peut rentrer en pleine forme, je suppose même dans des choses vous n'avez même pas imaginées. Alors, en gros, le ribit, c'est quoi? Le ribit, en vérité, si on essaie de formuler ça un petit peu différemment, c'est quoi des intérêts? C'est qu'en vérité, je veux recevoir quelque chose en échange de l'argent que j'ai laissé chez une personne. En deux mots, il y a de l'argent et il y a un temps. J'ai laissé de l'argent chez une personne pour un certain temps et c'est ça qui va me rapporter un intérêt. D'accord? Donc, en deux mots, donc c'est forcément lié avec de l'argent et du temps.
S'il manque un des deux, c'est pas vraiment du rebit, ce que fait que j'ai donné de l'argent. Pourquoi tu me donnerais du... Donc, c'est lorsque je vais prêter quelque chose ou bien faire une action pour une personne, mais que c'est justement en échange de cet argent-là qui m'a gardé. Ça s'appelle agarnatar en araméen. L'argent qui m'a gardé, je vais recevoir un intérêt. Ça, c'est du rebit. À au cas classique, le plus simple, le plus facile, c'est tout simplement je donne une personne 100 euros et je prête une personne 100 euros et je lui dis écoute, dans une semaine, tu me rends 120 euros. Ça, c'est classique, c'est rebit de la Torah, ça s'appelle rebit ça, c'est le plus ramour de tous. Il n'y a rien à faire, c'est évidemment, c'est du rebit royalement. Maintenant, des fois, il peut y avoir par exemple une autre forme du rebit, qui est aussi du rebit. Comme par exemple, je vais au magasin, je vais demander à une personne, d'accord, donc je vais au magasin et j'achète un objet, j'achète un certain produit, d'accord, mais après je vois que je n'ai pas de quoi payer. Qu'est-ce qu'il me dit le marchand, le vendeur? Il me dit, écoute, bon, paye-moi ça coûte, on va dire, 100 euros. Et il me dit, écoute, bon, tu n'as pas d'argent, reviens dans 2 jours, mais tu me payes 120 euros. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est aussi du rebit. Pourquoi? À partir du moment où j'ai l'objet chez moi, à partir du moment où j'ai l'objet chez moi, je lui dois de l'argent. D'accord? Donc, c'est une dette que j'ai envers lui. Maintenant, c'est comme si il m'avait donné une valeur quelque part que je lui dois. Maintenant, en échange de ce temps-là que ça reste chez moi plus longtemps, il veut avoir encore des intérêts. Donc, c'est aussi appelé du rebit. Donc, le rebit, déjà, on voit d'ici qu'on commence à voir que ce n'est pas seulement dans les prêts, c'est aussi pendant la vente. D'accord? Donc, je vends un objet, j'ai pas de quoi payer sur moi. Il me dit, écoute, tu payeras après-demain, après-demain, mais tu payeras plus cher. Ça, c'est du rebit aussi royalement. D'accord? Alors, il y a aussi, par exemple, un autre cas, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui dit, écoute, moi, je suis un bon juif, je veux te prêter de l'argent sans intérêt. Arrive au bout d'un mois le délai de le remboursement. Et ensuite, il dit, bon, j'ai pas d'argent. Il dit, bon, je vais te rallonger le délai, mais tu me donnes quelque chose de plus. Là aussi, c'est la même chose. Là aussi, c'est du rebit, forcément. C'est vrai que ça n'a pas été fait depuis le départ, au moment de la transaction, au moment du prêt. Ça a été fait au moment où j'ai rallongé le délai. Mais malgré ça, c'est comme m'appelait aussi du rebit. D'accord? Maintenant, on va donner aussi un autre exemple. Que cet exemple-là, je vais quand même vous dire qu'il vaut mieux que chacun vérifie avec son rave s'il est confronté à ce cas. D'accord? Parce que ça peut être appelé du rebit. Dans plein de cas, c'est du rebit. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre l'exemple. Je vends maintenant, on va dire, je vends, on va dire, peu importe, on va dire des tickets. D'accord? On va dire des tickets, c'est un peu différent, mais je vends un certain produit. D'accord? Je vends un produit. Maintenant, moi, j'ai besoin d'argent pour payer ce produit-là. Par exemple, j'ai acheté finalement, je vends des livres. D'accord? Je vends des livres, mais je sais que j'ai besoin d'argent pour payer ces livres-là. Je n'ai pas d'argent. Mais je vais les vendre. Alors, je compte les vendre plus tard. Mais j'ai besoin des investisseurs. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers le public et je dis, ceux qui me payent maintenant, d'accord? C'est-à-dire une vente plus tôt. D'accord? Donc, celui qui me paye maintenant, il aura ce produit-là moins cher. D'accord? Donc, encore une fois, moi, je vends des livres et je me tourne vers le public et je dis au public, je vais vendre des livres à 500 euros, le set 500 euros. Celui qui me paye dès maintenant, il recevra le set à 450 euros. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est aussi une forme de rebit. Pourquoi? Parce que quelque part, eux, ils ont investi dans moi de l'argent, ils m'ont donné de l'argent. En échange de l'argent que j'ai reçu pour le garder, c'est-à-dire en 2 mots, moi c'est pour l'investir, mais en échange de l'argent que je l'ai reçu, je vais leur rendre un service en diminuant le prix. Donc ça aussi, c'est une forme de rebit. D'accord? Donc pour ceux qui ont ce genre de choses-là, d'accord, maintenant ça peut s'exprimer pas que dans des livres, plein d'autres choses. J'ai une formation que je veux faire. Alors, je n'ai pas dit que c'est toujours du rebit, mais dans plein de cas, c'est du rebit. C'est pour ça que si vous avez un genre de cas qui ressemble à ça, il faut vérifier avec un RAF que vous connaissez qui est compétent. Est-ce que oui ou non, il y a du rebit dans ce cas-là? Alors maintenant, il faut savoir que lorsqu'on parle de rebit d'intérêt, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Lorsqu'on parle d'intérêt, c'est pas simplement lorsque je rends plus cher. Un exemple, une personne me donne, comme on l'a dit, 100 euros, je le rends 120. Ça, c'est du vrai rebit. Mais on va dire comme ça, une personne maintenant qui me donne 100 euros et dit, écoute, nous, on est des bons juifs, sans rebit, sans intérêt. Très bien, alors je lui rends 100 euros. Mais avec ces 100 euros-là, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs. Ou bien je lui ai envoyé un petit coupon comme ça pas, on va dire, de manicure ou quoi, que voilà, je vais lui faire un petit cadeau.
C'est quoi? C'est du rebit, c'est pas du rebit. Alors vous allez dire, oui, c'est pas d'argent. Oui, mais c'est quand même du rebit. D'accord? Pourquoi? Parce que quelque part, en échange de ce qu'il m'a prêté, il a gagné quelque chose d'avantage. Donc là, donc vous voyez, ça aussi, donc le fait par exemple de donner un cadeau, par exemple, alors évidemment, je pourrais donner un cadeau après coup, une fois que j'ai remboursé, etc., rien à voir. Mais si je le fais parce qu'il m'a donné de l'argent, je vais pouvoir le faire. Encore plus que ça. Une personne qui vend, on va dire, d'accord, on va dire, on est bientôt à Pessah, on va dire qu'il vend des matzot. D'accord? Maintenant, il vend des matzot et cette personne-là m'a prêté un jour de l'argent. Maintenant, bon, bah, au Hachem, je lui ai remboursé, etc. Et maintenant, moi, je vais acheter chez lui des matzot. Pourquoi? Pour lui remercier qu'il m'a prêté de l'argent. Si c'est le cas, c'est aussi assaut. Tu es en train de faire gagner une somme d'argent ou bien une tova, une bonté que tu veux faire à cette personne-là en échange d'un prêt qui a investi dans toi. Vous voyez, donc là encore, c'est une forme de rébit. Donc c'est vrai que je n'ai pas remboursé des intérêts en argent, mais j'ai remboursé de mon argent que je devais avec encore quelque chose de supplémentaire. C'est aussi appelé du rebit. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cas de rebit. Et encore plus que ça, même de dire merci, c'est interdit. Une personne qui me prête de l'argent et je lui dis merci, et du coup, il faut être tellement, tellement maladroit, manque de derech eretz. Alors oui, alors on peut jouer un petit peu, on peut dire tisquer les mitzvot par exemple, on peut dire autre chose, mais en deux mots, lorsqu'on va faire, on va dire un mot qui va quelque part même le mettre en valeur parce qu'il m'a prêté de l'argent, alors ça aussi c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va gagner en échange de son argent qu'il m'a prêté et ça appelle du rebit. Donc on voit que le rebit, c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être dans l'argent, ça peut être dans un bien que je lui ai fait, ça peut être dans une bonté, ça peut être même dans du kavod que je lui ai donné. Même ça peut être appelé du rebit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tous ces inanimes-là. Alors, maintenant, évidemment, lorsqu'on veut prêter avec rebit, on n'a pas le droit. Mais des fois, on a oui le droit à partir du moment où on va faire un Eteriska. Alors, un Eteriska, c'est un shtar d'Eteriska, donc c'est un contrat qu'on fait dans les Batédines, dans les rabbinim qui s'y connaissent. Et c'est un shtar, un contrat en vérité qu'on va faire. On ne va pas expliquer parce que c'est très long, mais on va juste peut-être dire le point du shtar Eteriska, c'est qu'on va changer le statut de l'argent, enfin de la transaction. On va changer le statut de cette transaction-là de prêt à emprunt à investissement. C'est-à-dire, avant le Teriska, avant que je fasse le Teriska, l'argent que je vais prêter à mon ami, c'est un prêt. Si maintenant je vais recevoir des intérêts, j'ai reçu les intérêts sur un prêt, c'est à Sourd, Minatora, d'accord, il n'y a rien à faire avec ça. Mais par contre, lorsqu'on fait un shtar Eteriska, ce contrat-là qui s'appelle Eteriska, il va changer le statut de l'argent en investissement. Et donc, en investissement, on peut récolter des gains en échange de l'investissement que j'ai fait. Bon, on ne va pas expliquer tout, c'est quoi tout le concept de la chose, mais en tout cas, il faut savoir que ça existe. Mais par contre, il faut aussi savoir que le shtar Eteriska marche uniquement lorsque j'ai besoin d'argent, moi, pour investir pas lorsque j'ai besoin d'argent pour vivre, pour payer mon pain, etc. Je ne peux pas emprunter de l'argent vers un Shtaretariska. Et Shtaretariska, c'est uniquement quand j'emprunte de l'argent pour aller travailler, pour aller faire moi aussi mon business, j'emprunte et je veux ensuite moi investir. Donc là, je peux faire un Shtaretariska, ça veut dire ce contrat-là qui va changer le statut de l'argent et ça va me permettre d'emprunter de l'argent avec des intérêts. Alors que maintenant, une autre forme de rebit qu'on pourrait avoir, c'est même lorsqu'on parle qu'il n'y a pas d'argent. Par exemple, je dis à une personne, écoute, toi, tu es pianiste, d'accord? Si tu veux, s'il te plaît, viens jouer la barmusa de mon fils. Et moi, je suis photographe, d'accord? Je suis photographe et moi, je viendrai photographier, si Dieu veut, la barmusa de ton fils. Alors, si c'est ça, ça peut être aussi un rebit. Alors, si c'est au même niveau de travail et c'est la même valeur de travail, alors c'est comme si je t'ai donné, je m'ai rendu, c'est comme un genre de prêt, d'emprunt qu'on a fait, mais c'est au même niveau, c'est la même valeur. Mais s'il y a des différences de valeur, là, on rentre dans un problème et on va se retrouver dans un problème aussi de rebit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a emprunté de l'argent avec d'une pièce de monnaie étrangère? Parce qu'en vérité, vous allez me poser la question toute simple. Vous allez me dire, attends, mais l'argent change tous les jours. C'est-à-dire le taux de l'argent change tous les jours. Admettons maintenant que, d'accord, qu'une personne m'a prêté à moi 100 euros. D'accord, maintenant avec le 100 euros, le pouvoir d'achat était différent lorsque j'ai reçu de l'argent que lorsque maintenant que je vais rembourser. C'était complètement différent. Complètement, au moins un petit peu, mais le taux change. Donc, on va dire peut-être que quelque part, c'est un rebit. D'accord? Admettons que la personne a prêté 100 euros.
quand l'euro était faible. Et maintenant, l'euro est fort. Donc, je vais lui rembourser cet argent-là. Et quelque part, il a gagné en échange. Alors ça, on dit pas ça lorsque c'est la même monnaie. Mais par contre, quand ce sont deux monnaies différentes, là, on va oui dire ça. Parce que c'est comme si on avait finalement acheté un objet. On ne va pas entrer dans les détails, mais dans d'autres monnaies, on va oui dire ça. Par exemple, vous êtes maintenant, d'accord, en même temps, vous êtes en France, d'accord, la monnaie principale, c'est l'euro. Et vous, il y a 2 mois auparavant, vous étiez à New York et vous avez emprunté à un ami, d'accord, on va dire de 200 dollars. Très bien. 200 dollars. Vous arrivez en France maintenant. C'est un ami qui était avec vous, par exemple, vous voulez le rembourser. Il dit, voilà, je te rembourse 200 euros. Ou je te rembourse 200 dollars. Ou je te rembourse la valeur de l'autre. Alors là, on rentre dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les niveaux changent, dans ce cas-là, on peut oui entrer dans un problème. C'est pour ça que, bon, il y a plusieurs détails là-dedans, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais au moins, il faut savoir que l'idéal, évidemment, c'est de rembourser la monnaie de la monnaie que j'ai empruntée. Maintenant, si on ne peut pas, etc., il y a des moyens de le faire, mais ça, il faut savoir que c'est l'idéal. Alors, l'idéal, ça aurait été, par exemple, dire, bon, donne-moi 200 euros et je te rembourserai 200 euros, par exemple. Ou bien, donne-moi 200 dollars, je te rembourserai 200 dollars. Ça, c'est l'idéal à faire. Encore une fois, j'ai des fois des solutions aussi de le faire autrement, mais comme on a quand même limité un petit peu en temps, donc on va se laisser là. On va laisser encore quelques minutes encore, peut-être 2, 3 minutes encore pour un point qui est extrêmement important. Donc, c'est important de préciser. C'est encore une autre forme de rebit. D'accord? Donc, on a parlé du rebit, d'accord, de plusieurs formes de rebit, d'argent réellement, de services, d'échange de travail. D'accord? Comment rendre? On a dit rendre, ça peut être une valeur, ça peut être un service, ça peut être un merci, ça peut être un cadeau, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être quelque chose que je donne en échange. Mais on en parle aussi maintenant donc, des différentes monnaies. Mais il y a encore un autre point qu'il faut parler, qui est très très courant et qu'on tombe très facilement dans ce problème-là. Admettons que vous avez par exemple, et là vous avez pensé 2 fois avant de le faire, admettons que vous étiez comme vous êtes maintenant vendredi après-midi et il vous manque, on va dire, on va dire, 600 grammes, on va dire 800 grammes de farine. D'accord? Vous êtes en train de faire un gâteau, il vous manque 800 grammes de farine. D'accord? Vous allez chez votre voisine, d'accord, Madame Cohen, et vous lui demandez est-ce que tu as de la farine? Elle dit oui, voilà, j'ai un paquet. Admettons que le paquet n'était pas entier. D'accord? On va dire 1 kilo de farine n'était pas complètement entier. Bon, c'est ce que j'ai. Bon, très bien, ça va toujours m'aider. D'accord? Donc, je prends le paquet, je l'utilise, etc. La semaine d'après, je vais lui rembourser le paquet. Donc, je vais à un supermarché, j'achète un kilo de farine et je viens lui rendre 1 kilo de farine. Et moi, je me dis, mais attends, elle m'a donné quoi? Elle m'a donné 800 grammes, 900 grammes. Le kilo n'était pas entier. Ah, ok, bon, mais quoi? Je vais ouvrir le paquet, je vais retirer maintenant 100 grammes et je vais lui rendre les 900 grammes. Ça ne se fait pas. Donc, c'est vrai que j'ai reçu un petit peu moins, mais je vais quand même lui rembourser. Je vais lui rendre 1 kilo entier. D'accord? D'accord? Est-ce que tu as de l'huile? Oui, j'ai de l'huile. Bon, la bouteille l'a entamée. Bon, c'est pas grave. Après, je vais lui rendre. Alors, bon, je vais acheter une bouteille d'huile entière. Je ne vais pas commencer à vider exactement. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? J'ai reçu un produit qui avait une certaine quantité et j'ai rendu un produit qui avait une autre quantité. Donc, ça, c'est du rebit. C'est du rebit pur et simple. Parce que en échange de ce que j'ai reçu, en 2 mots, c'est comme si on m'a prêté 100 euros et j'ai rendu 120. J'ai reçu 800 grammes de farine, j'ai rendu 1 kilo. D'accord? J'ai reçu, on va dire, 90 centilitres d'huile et j'ai rendu 1 litre. Donc, quelque part, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai rendu plus de ce qu'on m'a prêté. Et ça s'appelle du rebit. Alors maintenant, vous allez dire, oui, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, bon, c'est du cadeau. C'est pas rebit, c'est cadeau. Ah non, parce que ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que une des choses dans le rebit qu'on voit, que le cadeau ne marche pas. Parce que sinon, il n'y aurait jamais plus de rebit. Parce que sinon, aussi, chaque rebit, on va dire ça. On va dire, écoute, bon, on m'a prêté 100 000 euros, je lui rends 120 000 euros, bon, c'est 20 000 euros cadeau. Oui, mais c'est justement, si on parlait de cadeau, le digne de rebit va sauter. D'accord? Donc, le cadeau ne marche pas. C'est pour ça que c'est une des choses qu'il faut faire attention, que vraiment, lorsqu'on emprunte, il faut rendre la même somme que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les travaux, les services qu'on se donne, et aussi, comme on voit maintenant, les produits qu'on peut s'échanger de temps en temps lorsqu'on a besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais voir si dans le chat, il y a quelque chose qui a été écrit, t'as des questions.
Pour les aides de l'État, on pose la question, quoi faire si notre propriétaire juive ne rédige pas un papier qui nous permet d'avoir des aides de l'État? Ça, c'est au cas par cas, il faut demander à un rave, au chaque cas en particulier. Ça dépend dans quelles circonstances, ça dépend de ce qui a été convenu entre eux. Mais c'est vrai que si c'est quelque chose qui doit être fait, ça doit se faire et que sinon, il faut même aller au Din Torah. Euh, Autre question. Est-ce que la Torah prévoit une annulation ou une réduction de la dette lorsqu'il y a une situation, par exemple, une difficulté financière à payer? Alors, globalement, il n'y a pas de réduction de la dette ni d'annulation de la dette. Si je dois quelque chose, je dois rembourser. D'accord? C'est-à-dire, une personne me prête de l'argent, je dois rembourser. C'est une chose qui est importante parce qu'il y a la prescription de dette, il y a aussi donc l'ancienneté. Oui. Bon, des fois, dans la loi civile, on sait que ça dépend dans quel pays, mais depuis, par exemple, au bout de 7 ans, d'accord, on ne m'a pas réclamé de l'argent, la dette est annulée. D'après la Torah, ça n'existe pas. Après la Torah, ça s'appelle en hébreu Ityashnut. Ça veut dire que c'est le vieillissement des dettes, littéralement. Ça veut dire en vérité, c'est l'ancienneté. Ça n'existe pas. La dette reste une dette toute la vie. D'accord? Maintenant, c'est vrai que lorsque maintenant on est en difficulté de rembourser, on peut aller dans un din Torah et demander on fasse un arrangement. Des fois, par exemple, celui qui m'a prêté dit non, il veut tout de suite maintenant et la somme entière. Des fois, si le Bedin voit que la personne est de bonne foi et vraiment il n'a pas les moyens mais qu'il veut rembourser, alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire en sorte qu'on va rembourser par exemple, une fois par mois, on va dire, par exemple, prends 3 ans, chaque mois tu rembourses tant et tant, par exemple. Ça, c'est possible de faire. Une autre question. Si on n'a pas fait par écrit, on n'a pas de preuves, ben, c'est un issour. On a dit on est obligé d'avoir des preuves. D'accord? Donc, si on dit une Torah, on n'a pas de preuves, ce sera motimé chavoro la varaya. D'accord? Ça veut dire que celui qui veut sortir de l'argent doit ramener des preuves. Donc, si par exemple celui qui m'a prêté n'a pas de preuves que je lui dois, il ne pourra pas sortir son argent, parce il devra ramener des preuves forcément. Mais comme on l'a dit, c'est à sourd d'arriver là. Depuis le départ, il faut vraiment avoir des preuves et que ce soit par écrit et au moins avec des témoins. Prochaine question. Alors, comment faire si on achète quelque chose à quelqu'un en pensant être remboursé, mais que lui pensait que c'était un cadeau? Alors, ça, c'est une très bonne question. Ça arrive, c'est une question qui était mentionnée clairement chez Shulchan Aruch. C'est une personne qui a invité une autre personne, qui a invité une autre personne au restaurant. Et imaginez-vous, oui, on vous invite au restaurant, ensuite on dit, bah, va payer. OK. Donc ça, bon, il y a plusieurs détails en ça dépend des circonstances, ça dépend le minag, etc. Mais en gros, on doit payer ce qu'on a profité. Donc si on pensait que c'était un cadeau, et la personne dit non, moi j'ai jamais pensé de faire un cadeau, je l'ai acheté pour toi, eh ben, il faut lui rembourser en gros. Prochaine question. Évidemment, on doit payer au centime près, ça c'est évident. Prochaine question. On n'est pas obligé de demander le motif. On demande est-ce qu'on doit donner le motif de l'emprunt. On n'est pas obligé de donner le motif de l'emprunt, à moins que ce soit des choses qui sont un petit peu, on va dire, qui sont un petit peu hors normes ou qui ne sont pas vraiment un besoin. À moins que je pense que je sais que la personne, on va dire, le fait pour, c'est-à-dire, je sais que c'est avec le consentement de la personne. Par exemple, la personne sait comment je suis, sait qui je suis, etc., et sait ce que j'ai besoin. C'est aussi, par exemple, que j'ai besoin d'aller en vacances, et c'est possible que c'est pour ça que je demande. On n'est pas obligé de dire le motif. Mais si je pense qu'il aurait jamais pensé en vérité à me prêter pour, pour ce que je fais, d'accord? Pareil, je suis pas d'accord. Bon, je veux acheter quelque chose qui est complètement inutile, par exemple, et pour ça, je vais l'endetter à lui finalement parce que je lui ai emprunté de l'argent. Donc là, comme on l'a dit, on ne peut pas faire ça. On peut utiliser que pour l'argent pour ce que j'ai oui vraiment besoin, à moins que la personne en question soit au courant de pourquoi j'ai besoin de cet argent-là. Prochaine question. Peut-on rembourser quelqu'un par des services ou autres? Que de l'argent, si finalement on ne peut pas payer. Non, globalement, il faut payer avec de l'argent. Après, évidemment, si la personne est d'accord, on pourra toujours s'arranger, faire ça autrement. Comment faire quand le taux du pays a changé? Alors ça, on a déjà répondu. D'accord? Donc, si c'est l'argent même qui a changé, c'est pas grave. C'est-à-dire, si j'ai emprunté 100 euros, je rembourse 100 euros. Moi, il y a encore de la fraude dans ça, mais en gros, on rembourse ce que j'ai emprunté. La question se pose plus j'ai lorsque j'ai emprunté d'autres pays.
La question, c'est qu'il peut aussi revenir, c'est un cas un peu qui ressemble à ça. C'est par exemple, j'emprunte, on va dire, je sais pas moi, j'emprunte, on va dire, on va prendre au hasard un aliment par exemple. Oui, j'emprunte par exemple, on va dire 10 kilos de pommes de terre. Et ensuite, quand je viens rembourser, il y a eu une guerre mondiale et le kilo de pommes de terre a triplé. Donc là, il y a plusieurs détails par rapport à ce dyname-là. Mais d'accord, mais par rapport à l'argent, si c'est le même pays, ça ne change pas vraiment. Lorsqu'on a des deux pays différents, à ce moment-là, comme on l'a dit, c'est plus compliqué. Les khatri, là, il va falloir utiliser DAFKA, il va falloir DAFKA rembourser idéalement la même monnaie que j'ai empruntée. Prochaine question. Est-ce que c'est vraiment... Oui, si je dis que c'est interdit, on ne peut pas dire merci après. Alors vraiment, on a qui disent merci par respect plutôt que pour rendre merci, mais vraiment le merci a vraiment été... c'est-à-dire, on va dire, on va essayer de dévier un petit peu ça. On va dire, qu'est-ce qu'est les mitzvot, on va essayer de... Mais c'est vrai qu'on ne doit pas rendre quelque chose en échange de l'argent que j'ai reçu. Vous voyez, ça le principe. Donc, à partir du moment où même si c'est du kavod, par exemple, c'est aussi interdit. Alors, comment on fait si l'emprunteur ne sait pas quand il peut rembourser? Alors, dans ce cas-là, déjà, il faut que celui qui prête le sache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, on se met d'accord. Oui, en général, une personne qui en prête de l'argent en général, il dit, écoute, bon, comment on s'arrange pour le remboursement? Si la personne vraiment dit que je ne sais pas comment emprunter, alors le prêteur doit quand même prêter. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux qu'il se protège plus. Par exemple, une personne qui sait qu'il a en face de lui une personne qui n'a pas remboursé facilement. Alors, je pense que même que c'est vraiment pas à l'aise de faire ça en général. Mais c'est vrai qu'en général, il faut faire attention de se protéger. Pourquoi? Parce que moi-même, je le parle et moi-même, je le vois aussi en Din Torah et moi-même, je ne l'applique pas tout le temps. Mais c'est parce que des fois, bon, on ne veut pas mettre les gens mal à l'aise, etc. Mais c'est vrai qu'on voit concrètement que le fait de vouloir de ne pas mettre à l'aise au début, à la fin, on crée des mal à l'aise encore plus importants que ça. Parce qu'à la fin, ça arrive à des disputes. À la fin, on rentre dans Din Torah, à la fin, on rentre dans des bagarres, etc. Mais pourquoi faire? Si depuis le départ, on était clair et on avait déjà programmé tout ça, alors on ne serait pas arrivé à là. D'accord? Donc, c'est pour ça que je disais une personne qu'on voit qui ne va pas rembourser. Alors, comme on l'a dit, c'est une personne qui dépense de l'argent un peu n'importe où, etc. On voit qu'il n'est pas sérieux. Alors, on n'est pas obligé de lui prêter. Mais c'est rare. En général, on a eu l'obligation de lui prêter parce qu'une personne a vraiment besoin. Mais parallèlement à ça, il faut peut-être s'arranger, de donner par exemple des dates de remboursement, ou bien même de prendre une caution, de prendre un garant, vous voyez, ou de prendre même un objet en gage, quelque chose qui va faire qui va l'obliger au moins à payer. D'accord? Pour au moins, on va dire, protéger un petit peu le cadre. Ok, très bien. En tout cas, de bonnes nouvelles à tous. Merci à Menora Live, à Ilana de l'invitation. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on se retrouve à côté des bonnes choses. Que tout le monde a une bonne fête de Pessah, Pessah Keshav et sa mère, que les brachot pour tout l'âme Israël, si Dieu veut. Sorotovot à tous.